René Maratier, François Pénicaud m'a donné son voix, Christophe Niquet, Présent. Cyril Fafot. Oui, Voilà. j'ai une procuration. Michel Veriquel, Présent. Pierre Martin, Procuration. Jean-Pierre Boguet, Oui. Daniel Destager et Françoise Denier. Merci pour cette présentation. Moi, juste peut-être un mot. Tu acceptes de faire le secrétariat, Daniel, merci. Désolé pour ce conseil un lundi matin, mais vendredi j'avais à nouveau une réunion dans un ministère pour tenter d'avancer sur les contentieux Xintia. Ce qui me laisse d'ailleurs à vous dire qu'on aura pour une raison majeure, un conseil municipal le 6 mars, si je ne me trompe, c'est un vendredi. D'abord pour le vote du budget, d'abord pour le vote du compte administratif. Et je vous proposerai une trame budgétaire au fil du compte administratif pour que l'équipe municipale, ce sera le dernier conseil, donc celui du 6 mars, puisse travailler sereinement, c'est-à-dire avoir déjà des bases budgétaires à elle de faire les ajustements par décision modificative à son gré. Alors, pour éviter que dans la période on raconte tout et n'importe quoi, je vous donne sous réserve, parce qu'on n'a pas le compte de gestion, mais on a une première approche du compte administratif vu d'ensemble de la commune. Nous aurions, alors je vais même arrondir si vous voulez bien, parce que c'est plus prudent, nous aurions dépensé 2 435 000 en fonctionnement, contre une prévision de dépenses qui m'autorisait à dépenser jusqu'à 2 732 181. Donc vous voyez, on a serré une fois encore les boulons les moins dépensés. Et nous aurions reçu en recette, sur le compte administratif 2019, 2 949 826. Nous avions prévu une prévision de recette de 2 732 181. Rappelez que lors du dernier conseil, je vous avais indiqué que j'avais le sentiment qu'on allait dégager une épargne encore plus importante que prévu. Ça nous laisserait une épargne nette d'environ entre 400 et 450 000 euros sur l'exercice 2019, ce qui est assez exceptionnel. Alors, je me permets une régulation, parce que vous savez qu'il nous manquait des droits de mutation à cause de l'absence du statut de station classée. Je verrai Christophe en dehors du conseil, si tu as 10 minutes, Christophe, pour te redonner quelques précisions sur les offices de tourisme, parce que j'ai entendu dire, comme on dit ici, que tu racontais des choses fausses. Donc je te préciserai les questions sur le fonctionnement des offices de tourisme. La liaison office de tourisme et budget, c'est, vous le savez, des droits de mutation. Donc 450 que je régule, en gros, on aura une épargne nette entre 370 et 450. Mais comptez dans votre tête 450 en réalité sur le compte administratif, donc sur l'entrée budgétaire. Voilà. À ce stade, le petit travail que j'ai fait, mais je l'ai pour le moment fait tout seul, j'en parlerai au bureau vendredi, ce serait de tourner sur un budget autour de 2,9 millions en dépenses et en recettes de fonctionnement. Je n'ai pas fait l'intégration sur la section d'investissement. Le compte administratif, ça sera simple. Le budget primitif sera encore plus simple, parce que je vous proposerai, moi, de virer des crédits d'épargne sur la section d'investissement à charge pour l'équipe élue en mars de gérer les investissements à sa mesure, nonobstant les délibérations que nous allons prendre aujourd'hui. Voilà, un petit point budgétaire. Ça veut dire, dans le compte à rebours, mais je dis ça de mémoire parce que je n'ai pas tout mon agenda, un conseil municipal le vendredi 6 et une commission des finances le lundi. Parce que je pense que j'aurai le compte de gestion. Et je préférais quand même, on pourrait voter le budget sans avoir le compte de gestion, beaucoup de communes le font, mais je pense que ça évite de faire des délibérations nouveaux. Donc c'est dans cet ordre-là que je propose que nous travaillons. Laurent, je te laisse le soin de rappeler le compte-rendu sommaire de la réunion du 29 novembre. Eh bien, nous avons, lors du conseil municipal, approuvé l'adhésion de la commune à l'agence France locale, société de territoire
et la souscription d'une participation capitale de celle-ci pour un montant global de 12 900 €. Nous avons aussi autorisé des décisions au budget communal et procédé au réexamen de la demande de prise en charge des honoraires d'avocats présentée par l'ancien maire dans le cadre de la protection fonctionnelle dans les contentieux Xintia, et nous avons rejeté de nouveau cette demande de prise en charge. Nous avons accepté, suite à la dissolution de la FUA des Amourettes Masse A, le versement au profit de la commune de l'intégralité de son actif d'un montant de 15 774 € et à l'intégration, et dans le domaine communal de l'ensemble des voies de la FUA des Amourettes Masse A. Nous avons voté les tarifs 2020 pour le port de plaisance et le port des professionnels. Nous avons renouvelé l'adhésion de la commune à la convention de participation d'une durée de 6 ans avec Territorial Mutuel pour le risque prévoyance, et nous avons fixé le montant mensuel de la participation financière de la collectivité à 20 € par agent. Nous avons renoncé à notre droit de préférence sur la vente des parcelles de terre boisées dans le Havre Ouest, classées en nature de cofferet au cadastre en zone N du PLU. Nous avons approuvé l'avenant du contrat Vendée Territoire Sud Vendée Littoral à conclure entre la communauté de communes, les communes membres de l'intercommunalité et le département. Nous avons attribué les marchés de travaux relatifs aux lots 11 et 13 pour l'optimisation et le développement du port. Alors pour la capitainerie, la cabane d'activité portuaire, le préau technique. Alors comme suit, le lot 11 qui est le carrelage faïence, c'est l'entreprise Ouest Revêtement de Saint-Fulgent qui a été retenu pour un montant de 26 035 € 43 centimes. Et pour le lot 13 qui est le lot signalétique, il était infructueux. Toujours pour l'optimisation et le développement du port, c'est pour la capitainerie, la cabane d'activité portuaire et le préau technique de l'entreprise, c'est l'entreprise SRL Home Green Boxinov qui à Ivrac a été retenu pour un montant de 16 050 €. Et puis nous avons entendu diverses informations relatives à la demande de modification d'affichage du numéro d'appel dans le cadre du PCS qui est actuellement à 01 France et le changer comme il était avant. Je ne sais pas si vous l'avez réussi. On pourra mettre qu'un numéro de mairie, on pourra mettre comme c'était avant. Le numéro de la mairie, ça sera un 02. Oui. Donc c'est bon. On a parlé aussi de certains pontons du port qui sont plus courts qu'avant dans les travaux de réfection, ce qui suppose des travaux de désenvasage régulier. Pour la plage, on a parlé d'érosion préoccupante au nord, mais on a rappelé les protections arrière qui ont été réalisées. Et on a installé une barrière pour interdire l'accès à la plage numéro 4 dès la promenade. Et on parlait aussi à l'époque de l'arrivée de méduses et de bélènes. On a parlé des travaux de l'avenue de la plage qui ne sont toujours pas réceptionnés. Une réunion de concertation et des résultats de l'expertise devait se dérouler le 11 décembre. Et c'est aujourd'hui qu'il y a une réunion à la Roche-sur-Yon entre les experts pour décider de l'enveloppe financière pour la maîtrise d'œuvre, et en avril, il y aura une décision qui sera prise pour faire le choix des entreprises pour les travaux. Donc aujourd'hui, l'enveloppe financière, la répartition, et au mois d'avril, une réunion pour l'engagement des travaux. Alors pour être clair, les travaux ne seront pas avant après l'été. Pardon ? Un rappel d'offres. Un rappel d'offres. Un rappel d'offres, quoi. Donc on n'en sait rien, c'est les assurances là. Ah oui, c'est les assurances. Oui, mais il y a des gens qui vont être préparés en été quand même. Ben, oui, Oui, mais c'est entre les assurances, c'est provisoire. on répare pour éviter qu'il y ait un accident. Voilà. Mais les travaux de fond, Ouais, la reprise à fond, et éventuellement l'intégration de ces travaux comme acceptés ne se feront qu'après travaux commandés par les entreprises, désignés par les experts et financés par les entreprises et les maîtres d'œuvre. Là, on parle bien de décisions qui sont entre assurances. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Nous avons vu les travaux des locaux commerciaux et des logements de Montrimori, avenue de la Plage, qui doivent débuter dans 2 mois. Et puis la bouée rouge au niveau de la sortie du lait qui est à sec. Et on a parlé de l'ensablement de la pointe d'Arcé. Voilà, monsieur le maire. Merci Laurent. Pas d'autres observations? Christophe? À la plage, sur la plage 4. Il monte à Gabriel, attendez. Oui, mais je te parle du résumé de ce qu'on a dit. Là, on parle du résumé. Ah oui, non, je dis qu'il faut. Oui, oui. Les gens n'arrêtent pas d'enlever. Il y a un vrai souci, on a été sur place avec les gens de
de la réserve. On a un vrai souci dans ce secteur-là. Bon, alors, en ce moment, on a des visites relativement faibles, mais il faudra absolument gérer le sujet pour le printemps prochain. Mais on le fait de concert avec la réserve. L'évolution de la Lune est telle qu'il y a des nouveaux chemins qui vont se faire naturellement. Donc, je pense qu'on traitera assez facilement cette question. On a examiné avec Jean-François, les deux Jean-François, d'ailleurs, Samy, il y a peu de temps. Approbation, des abstentions, des votes contraires sur ce compte rendu, il est approuvé, merci. Oui, pardon, je disais que j'avais la date du Conseil du 6, ce sera le vote du compte et du budget. J'ai, je pense, un nouveau rendez-vous autour du 15 février à Paris. J'en ai eu 3 déjà. Si je reste optimiste, c'est que je cale également une possibilité pour vous présenter une solution au contentieux Xintia. J'ai dit au plus haut niveau que je tenterai, jusqu'à la fin de ce mandat, de trouver une solution pour ne pas laisser cette lourde charge sur les épaules de l'équipe municipale qui suivra. Malheureusement, je n'ai que ma bonne volonté et ma bonne connaissance du dossier pour avancer. Ce n'est pas suffisant, mais j'essaye. Voilà. Alors, je vous propose de délibérer sur le premier dossier. Il s'agit de subvention DETR, c'est une demande de subvention à la région et au département pour la rénovation du pavillon des Dunes. L'avis ne s'arrête pas aux échéances. Merci, sapeur-pompier Françoise. On s'est foutu à voler. C'est mis 2. C'est mis 2. Il faudrait pas mettre le cendrier dehors avec la pluie qui tombe aujourd'hui. Ça la calmerait rapidement. Oui, l'avis ne s'arrête pas à l'échéance municipale et il y a comme tous les ans des dotations de l'État, des ETR, des financements régions et départements par le biais de contrats. Et les années électorales ne sont pas les plus mauvaises échéances pour arriver à trouver des financements parce que beaucoup de projets municipaux sont en creux. Et c'est à ce moment-là qu'il faut tenter de passer sur des dossiers plus importants que d'autres. C'est qu'habituellement, on a toujours réussi à avoir des financements. Là, on a un très gros dossier, c'est celui du pavillon des Dunes. Bâtiment que vous connaissez bien, construit en 84, avec le casino au rez-de-chaussée, le restaurant et la salle des fêtes à l'étage. Restaurant fait l'objet d'une récupération en 2003. Nous avons réalisé des travaux en 2017-2018, notamment la rénovation acoustique et de la peinture, de la remise à niveau à minima, un peu les toilettes. Mais globalement, tout le monde sait, autour de cette table, tous les usagers de la salle savent que le bâtiment mérite une rénovation globale, un programme de travaux permettant d'améliorer l'accessibilité, la sécurité, la qualité énergétique, la qualité du service, l'intégration architecturale du bâtiment, la rénovation des vitres. Enfin, il y a énormément de choses à faire que je vous détaille. Il y a accessibilité, conformité à l'arme incendie, conformité électrique, plomberie des cuisines, matériel de cuisine, matériel de sono qui est vraiment est en très mauvais état, lumière, toiture, isolation sur la toiture, ravalement des façades, recours d'isolation, emplacement de parents extérieurs. Alors, vous le savez, les membres de la commission d'appel d'offres et les conseils municipaux s'en rappellent, on a négocié une délégation de service public sous la forme d'un contrat de concession pour l'exploitation du casino. Et elle arrive à échéance prochainement, le 29 février 2020, ce contrat de concession. Et nous avions lancé un appel d'offres que nous avons conclu. Et surtout, nous avions intégré dans les charges du contrat la participation d'exploitation pour les travaux d'investissement dans le bâtiment dans le cadre de l'amélioration architecturale et réglementaire du bâtiment. Donc il y a une obligation pour le preneur, on s'en rappelle. La discussion n'a pas été très simple, mais ça a été le cas. Et l'entreprise qui a été retenue, SAS Toraja, lauréate de la consultation, a prévu une participation à hauteur de 450 000 € pour des travaux d'investissement qui feront l'objet d'un amortissement sur la durée du contrat de concession. C'est aussi pour ça qu'on a un contrat, on avait tiré au plus d'un contrat de concession. Donc ça permet d'apporter un financement important dans le cadre de cette rénovation. Alors, de rénovation, je vous ai donné le détail un peu à l'après-vert, parce qu'à ce stade, on n'en est pas à arbitrer les travaux, mais globalement, il y a 834 200 € de travaux, études et travaux de chiffrés. En tout cas, c'est sur cette base qu'on a simulé les coûts de travaux pour la rénovation complète de ce bâtiment communal, avec une échéance
qu'on présente ici dans la délibération pour solliciter la subvention. Aujourd'hui, on ne fait que solliciter subvention, alors on est un peu optimiste, hein, puisqu'on on dit qu'on pourrait finaliser la PS en 2020, au printemps 2020, consulter les entreprises en fin 2020 et réaliser les travaux pour fin 2021. Ça, c'est très optimiste et il faudrait encore qu'on ait les financements, parce que la question pour nous, c'est que là, on va chercher du lourd pour ces montants de travaux. Il vous est proposé d'aller chercher 30% de subvention à l'État sur la DETR, et habituellement, les paquets de subventions DETR pour les communes, c'est plus près de 50 000, voire 100 000 au mieux, que de 217 000. Donc vous voyez qu'à 217 000, on passe du gros, du lourd, et du conséquent sur le territoire. Vous savez que les répartitions de DETR se font sur les territoires communautaires. Donc une commune qui vient avec un projet qui veut consommer 217 000 euros, c'est pas très facile à passer. Donc en même temps, c'est pas interdit, et notamment je vous propose de profiter de cet espace-temps où les communes n'ont pas préparé leur projet pour le mandat d'après. Donc là, on a peut-être un peu plus une fenêtre de tir. On solliciterait donc 217 260 euros pour la préfecture. On solliciterait 72 420 pour le conseil régional, dans le cadre de leur contrat. Et la participation, on allouerait sur la participation du casino 317 751 euros, soit 36% du budget, ce qui nous laisserait un autofinancement de 20%. Vous connaissez sa règle des 20% quand on arrive à les passer. On ne peut pas en faire moins, mais si on peut éviter de faire plus, c'est bien mieux. Donc 144 840, c'est 20% d'un montant. Alors cette fois-ci, tout n'est pas financé, alors la maîtrise d'œuvre ne l'est pas, donc on est sur un total de dépenses de 869 040 TTC pour ce qui est éligible au financement. Je vous ai donné un montant tout à l'heure, maîtrise d'œuvre plus travaux hors taxes, et maintenant je vous donne un montant de travaux TTC éligible de 869 040. Donc l'objectif, c'est au moins de déposer un dossier amélioration de l'accessibilité, sécurité énergétique, architecturale du pavillon des Dunes, pour ce montant, d'approuver donc ces montants pour la phase travaux et la phase études, de me donner votre accord pour la constitution des dossiers de demande de subvention dans le cadre de la DUTR 2020. Comprenez bien en plus qu'on a un jeu à bande. Probablement, si on n'obtient pas le 2020, on pourrait peut-être être sur 2020-2021, parce que les montants sont quand même importants. C'est pour ça que le calendrier prévisionnel pourrait être glissant. De m'autoriser à signer les dossiers qui vont bien avec cette demande de subvention. Voilà, chers collègues, la demande de subvention DETR qu'on présente dans les délais, puisqu'on doit en plus la présenter avant le mars, je crois. Donc ce qui nous permet d'être peut-être... Il n'y a pas beaucoup de communes qui vont le faire, donc on pointe notre nez à la porte des financements publics sur cette question. Des questions? Des abstentions? Des votes contraires? Le rapport est adopté, je vous en remercie. Le deuxième, délibération, engagement, liquidation, mandatement des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020, délibération classique de début d'année pour toutes les communes qui ne votent pas le budget primitif en fin d'année N-1. Celles-là ont besoin d'une autorisation pour pouvoir, selon l'article 16.12.1 du Code général des collectivités, engager des dépenses d'investissement. Et c'est ce que je vous propose classiquement. La dépense n'excédera pas le quart des crédits ouverts à la section d'investissement du budget de l'exercice 2020, non compris les crédits affectés au remboursement de la dette. Et je vous demande de m'autoriser à engager, liquider, mandater la dépense d'investissement figurant dans le tableau ci-dessus qui précise que je ne peux pas engager le plus du quart des crédits, ce qui nous permet d'ouvrir des crédits correspondants avant l'adoption du budget et donc de les intégrer lors de l'adoption du budget primitif 2020 qui, comme vous l'avez compris, sera proposé le 6 mars prochain. Délibération classique, des questions, pas d'observation, pas de vote contraire, pas d'abstention, le rapport est adopté, merci. Alors, une particularité là sur l'autorisation de signature d'un avenant à la numéro 1, la convention de délégation des maîtrise d'ouvrage consentie à la région Pays de la Loire. Alors vous savez qu'on a arrêté en
fin 2014 un contrat régional de solidarité territoriale qui globalement nous a permis de réaliser les gros investissements structurants du mandat et la remise à niveau de la commune. J'avais négocié dans le même temps une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée de la région à travers sa société d'économie mixte et sa société publique locale, parce que la commune avec ses petits bras avait quand même pas les moyens seuls de faire face à 10 millions et demi de travaux. Alors, je vous rassure, ce n'était pas tout à fait 10 millions et demi, parce qu'on avait une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la région pour l'essentiel, moins le golf, et une avec le département pour le port. Donc en gros, considérez que ce qu'on avait avec la région, c'est tous les travaux des lignes 4, vous enlevez le port, on avait donné délégation à la SPL du département, et nous avions gardé la maîtrise d'ouvrage du golf. Ça me permet quand même de dire, je l'ai dit à quelques responsables départementaux et régionaux, que nous seuls, avec nos petits bras, et notamment ceux de Jean-François, on a été les premiers à réaliser notre maîtrise d'ouvrage, puisqu'on a inauguré le golf en 2017. Il ne faut pas croire que le golf était plus facile à faire. Bon, donc ça montre quand même que la machine régionale et la machine départementale n'ont pas complètement fonctionné de manière optimale, et je l'ai dit à qui de droit. Alors, par convention, donc, la région a accepté d'être maître d'ouvrage gratuitement d'ailleurs, pour les projets d'aménagement des zones de solidarité, aires de camping, porte, parc, centre équestre et zone de maraîchage. Et concernant l'opération de réhabilitation du parc, une défaillance de l'entreprise de maîtrise d'œuvre en charge du dossier a engendré une rupture de marché. Donc, vous savez que les travaux sur le parc avancent normalement. On a eu besoin d'un maître d'œuvre. On a eu un débat existentialiste compliqué avec l'État, mais on a tranché sur les bâtiments dont on a besoin, qu'on voulait garder parce qu'ils ont des usages, notamment l'association Pétanque attend avec impatience ces bâtiments, puis on a aussi besoin d'installer des sanitaires. Je rappelle qu'on a installé des sanitaires provisoires l'été dernier. La région, qui était notre maître d'ouvrage, a cherché un maître d'œuvre, un architecte, elle l'a trouvé. Et cet architecte, au bout de 6 mois, nous on n'arrêtait pas de dire mais qu'est-ce qui se passe, donc il a fini par déposer le bilan. Donc rupture de marché. Et on s'est dit, si on doit repartir pour 1 an et demi avec la région qui met un temps fou à avancer sur ces dossiers, ça n'ira pas. Donc, notamment pour faire en sorte, pour tenter de faire en sorte qu'à l'été prochain, des sanitaires et un local pour l'association de pétanque puisse fonctionner, je vous propose, comme je l'ai fait par courrier le 8 janvier dernier, de retirer de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage la réhabilitation des bâtiments du parc et la création d'un équipement pour l'installation de la maraîchère en agriculture biologique, parce qu'on avancera plus vite nous seuls, ce ne sont pas des travaux considérables, et la machine régionale ne fonctionne plus comme elle marchait. Je le dis avec regret. Voilà, donc d'une certaine manière, on mettrait fin à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dès que les travaux seront réalisés pour ce qu'ils sont en train d'entreprendre, et on prendrait la main directement. En fait, il faut choisir un maître d'œuvre, c'est pas très compliqué. Un maître d'œuvre pour ces 2 opérations, on saura le faire. Je vous propose donc de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la modification de la convention de maîtrise d'ouvrage entre la région et la commune pour exclure la réhabilitation des bâtiments du parc et la création d'un équipement de maraîchage, et nous le ferions nous-mêmes en maîtrise d'ouvrage directe. Voilà l'explication. Pour tenter, je dis tenter parce que on est quand même maintenant fin janvier, ça me paraît chaud bouillant. Enfin, qui ne sait rien n'a rien. Des questions? Pas de questions? Pas d'abstention? Pas de contraire. Le rapport est adopté, je vous en remercie. On a un avenant, Laurent, sur l'ouvrage de maritime de génie civil. Oui, un petit avenant, alors pour faire rapide, c'est par délibération du 8 février 2019, la commune a attribué un marché à l'entreprise Cléné-Panardi pour un lot d'un montant de 3 292 323 €. Et un avenant était acté par délibération du 8 octobre pour un montant d'une moins-value de 23 885 €
amenant le montant du marché à 3 269 037 €. Donc on avait une baisse de 23 885, mais pour faire suite aux demandes du maître d'ouvrage et aux aléas du chantier, il est maintenant nécessaire de passer à un autre avenant et enclencher la réalisation de travaux en plus des moins-values. Et c'est ce qu'on appelle le montant de l'avenant 1, qui s'élève maintenant à 22 788 €. Donc entre les moins 23 000 et les plus 22 788 €, on a une petite baisse du marché total de 0,03%. Et il faut quand même passer cet avenant, et c'est pour ça que je vous demande, monsieur le maire, d'autoriser le conseil municipal à voter pour. Très bien, merci. Travaux qui se tiennent. Pierre Retard pour le pilotage. Ouais. Bon, j'espère qu'on pourra le rattraper rapidement. Le reste avance à son rythme. Des questions? Des votes contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas. Le rapport est adopté. Je vous en remercie. Le rapport suivant a trait au dernier équipement de ce contrat de solidarité dont je vous parlais tout à l'heure, le centre équestre. Donc, vous le savez, donc, je vous l'ai dit, cette négociation du CRST en décembre 2014. Et on a, dès cette période, lancé les procédures de maîtrise d'œuvre qui ont abouti au choix d'un architecte pour le centre équestre, qui est localisé, vous le voyez, pas loin de la rue du Port-Rouillac, pour faire simple. Non, on peut plutôt aller du Levant, et rue des Trois-Mâts, aller du Levant, rue des Trois-Mâts. Alors, bon, c'est un dossier qui a vécu toutes les turpitudes de notre complexité dans l'urbanisme communal. Parce que pour construire l'équipement, il faut qu'il soit compatible au PPR, compatible au PLU, et qu'il ne soit pas sur un terrain barnier. Donc vous imaginez la complexité du bazar. Alors on avait plutôt bien commencé, mais l'architecte a fait une erreur, ça peut arriver. Un angle du bâtiment était en débord sur un terrain barnier. Donc on lui a dit qu'il faut quand même faire gaffe, parce qu'en fait on installe le bâtiment sur un patrimoine communal, sur des terrains communaux. Je vous rappelle qu'on en a racheté un, là, il n'y a pas très longtemps, dans le secteur. Il y a le panneau bleu. Alors, on s'est bloqué d'une certaine manière par cette erreur, mais peu importe. La deuxième difficulté, elle était majeure. On a eu un débat passionnant. Quand je dis passionnant, vous comprenez l'humour. Entre les services de l'État, je dis bien entre les services de l'État, parce que certains, notamment des DETR, qui est un ancien directeur de service vétérinaire, était très attaché au statut de, vous le verrez tout à l'heure dans la libération qui suit, était très attaché au statut d'équipement agricole. Bon, alors, il y avait sa vision du droit d'urbanisme agricole, puisqu'un équipement équestre, c'est un équipement agricole. Peut être un équipement agricole. Et puis, ceci dit, c'était possible avec le PPR, mais ce n'est pas possible avec le plan local d'urbanisme, qui lui a prévu un équipement touristique de loisirs. Alors, ça a pris quand même un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud, et on a quand même pu s'accorder, en présence du préfet quand même, ce dossier a été à ce niveau-là, pour considérer que certes un équipement équestre pour avoir un statut au regard du droit agricole, mais que c'était en même temps un équipement de tourisme et de loisirs de plein air, conforme au plan local d'urbanisme. Donc il a fallu s'accorder sur ce point-là avec les services de l'État. Alors, on pensait que l'horizon était dégagé, mais comme je l'ai dit au vœu, on est tombé sur une surenchère juridique par le service instructeur de la communauté de communes, qui n'a pas trouvé mieux d'aller chercher un avocat que je ne qualifierais pas parce que ce serait méchant, qui lui en a rajouté en disant oui, mais il n'y a peut-être pas conformité avec le plan de prévention des risques littoraux. Et donc il a piégé Brigitte Hibert, parce qu'une fois qu'il avait écrit, elle ne savait pas comment faire. Alors je dis, cette question de compatibilité avec le PPR et le PLU, on l'a réglé. Donc je vais t'écrire et faire copie au préfet de la solution qu'on a trouvée, et
tu verras que faisant copie au préfet, si le préfet n'est pas d'accord, il réagira. Mais ça n'a pas suffi. Les services de la Comcom se sont bloqués dans un corner sur ce point-là. Donc on s'est fâché. J'ai indiqué, d'ailleurs j'ai demandé au service naturellement de ne pas payer la prestation, parce qu'on paye les prestations à la Comcom quand on... Je dis, pour cette demande de permis, on ne payera pas, parce qu'on ne paye pas ce qui n'est pas bien fait, ou mal fait. Et il a fallu trouver une solution. Alors la solution, on l'a trouvée, parce qu'on avait un permis tacite en même temps. Donc on a déposé, René indique qu'il a vu le panneau, oui on a mis le panneau, puisqu'on avait délivré le permis. On a affiché, on a déclaré devant l'huissier, et on a laissé les délais de rigueur, on a indiqué au préfet qu'on avait déposé le permis, et on a laissé passer les délais de rigueur qui est donc devenu tacite le 7 janvier. Le 5 janvier, mais on attendait l'éventualité recommandée. Et nous n'avons reçu qu'un courrier de la sous-préfecture le 12 janvier en recommandé, nous demandant si les cotes qu'on avait indiquées dans le permis étaient bonnes. En général, quand on donne des cotes dans un permis, on ne les invente pas. Et nous demandant s'il y avait un lieu de sommeil. Enfin, nous demandant de veiller à ce qu'il n'y ait pas de lieu de sommeil. Sans précaisse, c'est pas possible. Les chevaux peuvent dormir. Bref, tout ça pour vous dire que, après cette vaste cavalcade, merci, le mot est parfait, on a désormais la possibilité de réaliser l'équipement. Je rappelle qu'on a le budget, puisqu'on a, sur un budget d'environ 485 000 €, on est financé à 80% sur ce projet, qui sera une pépite de plus à l'arsenal touristique de la commune. Alors pour autant, moi j'avais toujours dit à l'équipe que ma vigilance sur le fait de ne pas construire un équipement sans exploitant. Parce que la question qui se pose derrière, c'est bien d'avoir un centre équestre, mais je n'ai pas l'intention d'acheter, moi ou mes successeurs, des chevaux municipaux, un palefrenier municipal. Comme vous dites, c'est quand même pas tout à fait notre métier. Et donc la question majeure, c'est donc de lancer, c'est l'objet de cette délibération, de lancer la consultation pour avoir un opérateur qui pourra prendre la gestion de cet équipement. Alors je rappelle l'équipement 485 000 € hors taxe, avec des financements de la région, du département, de l'État, et on a obtenu un financement leader, financement européen, donc ce qui est rare, on a obtenu ces financements leader pour le centre équestre et pour le maraîchage. Alors, là après, je vais faire un peu de droit aussi simplement que possible, si vous voulez bien. Il y a deux modes de gestion qu'on pouvait envisager pour mener cette opération. Le premier mode, c'est la DSP. Alors, l'avantage de la DSP, c'est que on est en quasi-service public. C'est assez lourd et assez rigide. C'est-à-dire que le preneur de la DSP, il n'a surtout aucun droit. Il a le droit d'exploiter, pardon, mais il n'a pas la possibilité de lui-même de développer un business, de développer son outil, de le revendre, de l'agrandir, de l'améliorer. Voilà pour le premier. Donc on pourrait choisir la DSP si on souhaitait un mode très intégré à l'action communale du centre équestre. L'inconvénient majeur de la DSP, c'est que l'exploitant ne peut prétendre à aucune propriété commerciale de son activité. C'est-à-dire qu'il travaille comme un fermier, et lorsqu'il a fini son contrat, il s'en va avec ses bêtes parce qu'elles ne sont pas à nous, mais il ne revend pas son exploitation, ce qui d'une certaine manière n'incite pas à le développer. C'est un peu contre-productif en action économique. Donc le deuxième choix envisagé, vous le verrez, c'est le bail agricole qui lui présente un intérêt majeur. Alors, vous pourriez me demander, mais pourquoi on délibère de ça aujourd'hui? Parce que la difficulté, bon, je ne vous proposerai pas la DSP, pour que ce soit clair entre nous, ça ne sert à rien de jouer là-dessus. Notre projet, c'est plutôt de permettre une activité agricole type centre équestre,
de la valoriser économiquement. Donc, pour la valoriser économiquement, il faut que le preneur puisse céder le bail dans le cadre d'un bail rural. Soit on est sur des baux classiques, soit on est sur des baux cessibles. Et le bail rural cessible, créé par la loi de 2006, il impose des conditions de forme et il impose des conditions de prix et de durée. C'est pour ça qu'on a délibéré, c'est que la durée d'un bail agricole cessible, celui qu'on vise, doit être d'une durée d'au moins 18 ans. Donc c'est pas rien, parce qu'une fois que j'ai dit ça, ben, vous cumulez les loyers potentiels sur 18 ans et vous atteignez des montants qui rentrent forcément dans le code des marchés publics. Puisque le calcul rapide qu'on a fait sur un reste à financer de presque 120 000 euros sur l'équipement, 20%. Vous amortissez 120 000 euros sur 18 ans, ça vous fait un loyer d'environ 700 euros, même si vous lui imputez des frais de gestion ou des frais d'entretien. Eh bien, 700 euros, ce qui n'est pas beaucoup pour un centre équestre, ce qui est tout à fait accessible pour la population. 700 euros sur 18 ans, ça fait 100, je sais pas longtemps, 100, bon, on va vous prendre une machine, 700 par 12 par 18, ça fait un montant qui rentre dans le code des marchés publics. Or, le code des marchés n'est pas d'une grande clarté, donc je préfère que nous lancions une consultation, c'est ce que je vous propose donc, 151 200. C'est pour ça que je vous propose que nous lancions une consultation pour mettre de manière publique, lancer de manière publique un bail cessible agricole qui fera l'objet donc d'une commission d'appel d'offres pour le choix et de conditions particulières. Les conditions particulières, j'insiste sur cette question parce que autant la DSP permet d'imposer beaucoup de choses, autant le bail agricole cessible est relativement souple dans sa configuration. Le bail que nous vous proposons sera consenti exclusivement, alors voilà les contraintes, exclusivement pour des activités de tourisme et d'élevage équestre sans lieu de sommeil, et assorti d'une obligation d'ouverture minimum pour la découverte et l'équitation entre le premier jour des vacances scolaires de printemps et le dernier jour des vacances scolaires de Toussaint, toutes zones confondues. Donc c'est vraiment un équipement touristique qu'on vise, et c'est la seule contrainte qu'on lui impose. Le titulaire du bail agricole accessible ne pourra pas transformer le centre équestre en garage automobile ou en circuit de petites voitures. Il devra y mener une action de tourisme et d'élevage équestre. Et il aura l'obligation de mener cette activité sur notre créneau de tourisme élargi, premier jour des vacances de Pâques, dernier jour des vacances de Toussaint. L'opportunité actuelle de lancer la consultation maintenant, elle est liée au fait qu'il y a sur le projet des demandes. Il n'y en avait pas beaucoup. Je veux dire, ce dossier-là, Béatrice le suivait, on a eu longtemps des réponses floues, et quand on avait des réponses, elles étaient peu sérieuses. C'est-à-dire qu'assez vite, on se rendait compte que les prétendues demandes étaient souvent illusoires. C'est-à-dire qu'économiquement, les gens ne viendraient pas. La difficulté, c'est que, sans porter préjudice à l'économie agricole équestre, c'est que c'est une économie fragile, souvent familiale, donc il faut pouvoir s'assurer que ça bouge. Or, depuis 10 mois, on a du monde qui bouge. Je dis du monde, c'est pas seulement une seule personne, hein. On peut avoir 2 ou 3 candidatures, et je pense qu'il est opportun de le saisir. La deuxième raison de lancer la consultation maintenant, c'est que vous l'avez compris, on va lancer les travaux, on se reverra pour la commission d'appel d'offres pour le choix des entreprises, mais le centre équestre sera au mieux opérationnel à Pâques 2021. Quand on veut exploiter un centre équestre en 2021, il faut un travail d'anticipation sur l'achat des chevaux qui se prend très très en amont. C'est-à-dire qu'il faut faire des résas et il faut le faire très en amont.
Donc je pense plus sérieux de lancer la consultation maintenant, d'arrêter si possible, si on a des réponses positives, hein, la commission d'appel d'offres le jugera, des réponses avant de lancer les travaux, de sorte qu'on ne lancerait pas des travaux sans avoir un contrat d'engagement avec un bail agricole. Voilà, c'est un peu... il faut articuler ça de manière serrée. Donc si je me résume, on lance une consultation, non pas pour une DSP, parce qu'il faut que le bail soit cessible pour que l'activité économique soit valorisable, au sens économique du terme. C'est donc un bail agricole cessible que je vous propose de lancer. Et dès que, je crois qu'il y a un mois de délai de consultation, et il n'est pas impossible de penser que le 6 mars, on fasse une commission d'appel d'offres avant, et si on a des propositions intéressantes, on pourrait alors amorcer la chaîne vertueuse. J'ai un exploitant, je lance les travaux, et je vise PAC 2021, parce que à chaque fois qu'on crée des équipements, il faut toujours viser, si possible, avant les vacances scolaires, pour qu'une exploitation, pour qu'une exploitation sérieuse et complète se fasse pour le titulaire. Béatrice, oui. Oui, je vais juste vous rajouter une petite chose, parce qu'on est quelquefois, quand la construction commence, vous êtes étonnés, vous dites c'est pas, vous ne croyez pas que ce serait comme ça, c'est pas joli, ou ceci, ou cela. Bref, on a sur le centre, ça sera très joli, mais on a quand même sur ce centre équestre, qui est un ERP, au sein du public, des obligations, en particulier celle d'avoir des toilettes. Ce qui nous a obligés, pour être en conformité avec le PRL, à faire un étage et donc à avoir une rampe d'accès qui, si on n'avait pas eu ces contraintes de l'EPRL, on aurait fait des toilettes, tout simplement au sol, ça aurait été peut-être plus lisse. Mais en tout cas, vous verrez que l'architecture du bâtiment et cet étage est simplement lié à ça. Voilà. Donc je tenais à vous le préciser, parce que je sais qu'un moment ou un autre va nous dire ils ont dépensé de l'argent inutilement pour aller faire des toilettes à l'étage. Je vous assure que ce n'était pas notre ambition. Bon. Voilà, je voulais juste le rappeler. On dira quand même qu'on a dépensé. Oui, c'est pas grave, mais au moins. Y a-t-il des questions pour ce... Juste, il n'y a pas de lieu de sommeil, c'est-à-dire que les chevaux le soir, ils sont abandonnés eux-mêmes dans le... Les chevaux sont abandonnés. Enfin, il n'y aura pas de surveillance des chevaux le soir. Alors, visiter des centres équestres en France, c'est le cas excessivement fréquemment d'avoir des chevaux en... Alors, je ne sais pas si on... Je suis monté une fois sur un cheval, ça m'a pas emballé, mais Le cheval est abonné. c'est emballé, oui. C'était sur la plage, pas ici, hein, à Saint-Jean-de-Mont, je vais un souvenir. Des moyens de surveillance vidéo ou autres existent. Je vous rappelle qu'on a acheté une maison dans des très bonnes conditions, vous savez, à la place des Rochards, que j'ai toujours dit qu'elle pouvait être réservée à l'exploitant du centre équestre, mais une chose dans l'ordre, les chevaux, les preneurs qu'on a vus, il y en a un qui disait qu'il souhaitait être à côté, l'autre qui disait qu'il ne souhaitait pas être à côté. Donc, après, ce sont leurs chevaux. Il y a aujourd'hui en pâture un poney, il y en a eu d'autres. Ça sera la question de l'exploitant sous réserve des questions de sécurité publique. Je vais essayer des chevaux le soir ou autre dans des box. Non, je n'ai pas de problème. Je sais pas, moi j'ai pratiqué l'équitation, j'ai rarement vu des centres équestres. Il ne faut jamais le laisser seul. Non, mais les chevaux d'injection extérieure, mon frère en a, il met dans ses frais confinés. Ah oui, quand ils sont prêts, d'accord, mais quand ils sont en box, je suis désolé. Ah non, mais ils sont pas en box. Non, Ils sont prêts. Heureusement qu'il y en a qui couchent pas dans les champs, ils leur lâchent. On pourrait imaginer la même chose. Bien. Y a-t-il d'autres questions pertinentes? Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, je soumets donc ce rapport à votre vote, en sachant que si les choses se présentent bien, on fera une commission d'appel d'offres, Laurent, Jean-François et Michel, avant le conseil. Mais là, pour le moment, on lance le ballon et on regarde comment il rebondit. Pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté, je vous en remercie. Dernier rapport, sur Laurent, c'est que vous êtes présent? Non. C'est pas ça, alors c'est moi. Mais c'est pas un rapport très important, enfin, nonobstant la sagesse qu'on doit aux actions menées par le département. Le département a lancé
une opération qu'il appelle plan ambition maritime. Alors, quand on a, moi j'étais à une réunion, je me suis dit plan ambition maritime, ça va être super bien, c'est quelque chose de très important. En fait, c'est la mise en valeur du patrimoine maritime de la Vendée. C'est déjà on descend d'un cran, on n'est pas sur un grand plan maritime, on va enlever le sable de d'Arcet, non, on va labelliser un certain nombre d'éléments de patrimoine maritime de la Vendée, en les marquant avec de la signalétique adaptée, mise en œuvre du mobilier et de la signalétique conçu et posé par le département pour faire une grande chaîne de ce patrimoine du sud de la Vendée littorale au nord de la Vendée littorale. La Faute-sur-Mer a naturellement été consultée et je vous propose, le département nous a proposé de retenir la rade d'amour dans cet élément de parcours patrimoine maritime. Il fera la même chose sur le port de l'Aiguillon. Il a choisi le port de l'Aiguillon qui a un caractère plus marqué que le nôtre. Donc, il est tout simplement demandé par le Conseil général de valider ce choix, étant entendu que nous ne ferons qu'autoriser l'installation de mobilier explicatif pour marquer l'identité maritime de notre territoire, et nous autoriserons à être dans cette chaîne de valorisation du parcours patrimoine maritime. Michel. La rade d'amour, c'est le littoral. C'est le conservateur du littoral, mais pour le département, peu importe la propriété. Ah bon? Ce qui compte, c'est Le fléchage. ce qu'ils ont retenu dans l'idée du... Parce que je leur ai proposé 3 sites. Et ce qui les a intéressés dans la rade d'amour, c'est que le deuxième n'était pas polémique, vous saurez tout de suite lequel, et c'était surtout un lieu d'identité maritime, puisque c'est un lieu d'exploitation, d'une exploitation d'un autre temps d'ailleurs. Donc c'est vraiment un élément de patrimoine maritime, au sens propre du terme. Les 2 autres sites que j'ai proposés, l'un est naturel, je dis que le patrimoine naturel est un patrimoine important, c'est la Belle Henriette, qui, à mon avis, est le plus beau paysage de Vendée actuellement, magnifiquement mis en scène par les encorbellements et la piste piétonne et cyclable. Le deuxième, je l'avais fait en réunion publique au département, je leur ai dit, il y a un magnifique patrimoine à valoriser, c'est le petit pont entre nos 2 communes. Bon, j'ai vu les vice-présidents du département blanchir, et je leur ai dit, bon, c'était pour rire, voilà, parce qu'il fallait... C'est le moment où on n'avait pas trouvé les solutions, quand même. Voilà, donc je pense que la rade d'amour est une proposition intéressante qui ça n'importe rien, enfin, si ce n'est d'être encore un peu plus labellisé dans les promenades que les touristes ou les gens amoureux du patrimoine font. Voilà, pas de difficulté pour sélectionner, pour retenir, pour demander au département de retenir ce plan ambition maritime à la Faute-sur-Mer. Pas de questions? Pas d'abstention, pas de vote contraire, merci le rapporteur Duclé. Je vous remercie, le conseil municipal est ainsi bouclé. On avait dit si possible 1 heure, on est un petit peu moins d'1 heure. Ce qui est parfait. Je vous remercie.